ce plateau. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Cédric Villani, bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire une chose avant de vous laisser réagir à ce qu'on vient de voir comme sur ce portrait, rapidement, brièvement. Je voudrais juste dire à nos spectateurs qu'il y a ce qu'on voit à la télévision, puis il y a aussi ce qu'on ressent. Et moi, je voudrais leur faire part de ce que je ressens au début de cette émission. Peut-être que j'en profiterai pour le refaire tout au long de cette émission, mais j'ai l'impression je vais vous dire ce que je ressens, donc de la douceur. Il y a sur ce plateau de la douceur. Il n'y a pas de révolte. Chez Abdelmalik, moi, je ne sens que de la douceur. C'est ce que je ressens. Et puis, on a de la fantaisie, une tête qui se balade de Cédric Villani quand il écoute de la musique. Voilà, c'est une sensation comme ça, je vous en fais profiter. Et maintenant, je vous laisse à tous les deux la parole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à peut-être ce que j'ai dit ou à ce que vous venez de voir? Et de la douceur et de la fantaisie, je crois qu'il y a de la concentration. En tout cas, le collègue Abdelmalik et moi-même, on a regardé très concentré le petit portrait croisé. Et c'est un montage par nature. Vous avez des choses de différentes époques qui se télescopent. Il y a des images qui ont été tournées là de 2010, mais des choses très récentes aussi. 7 ans de ma vie en impression comme ça qui vient en image, mais en plus, c'était mélangé avec les images d'Abdelmalik. Et donc ça faisait encore plus dans la sensation, dans les différents secteurs qui tissaient leur trame les uns avec les autres. Moi, ça m'émeut de voir des images comme ça, pour plein de raisons. D'abord, c'est vrai qu'il y a des choses il y a des images me concernant en tout cas aussi qui sont anciennes. Donc de voir des images comme ça, il y a même une image dans ma cité où j'ai grandi et tout ça, donc c'est assez émouvant. Et puis par rapport à Cédric, c'est magnifique. Quand je vois, parce qu'on voit, même si c'est rapidement, mais on voit quand même son parcours, on voit le parcours d'un homme. Finalement, c'est en même temps hyper rigoureux. Il y a de la fantaisie et je trouve ça fabuleux. C'est beau en fait, c'est émouvant. Moi, j'aime cette rencontre-là où on voit des gens qui sont sérieux, réellement, mais en même temps, c'est des gens vivants. Donc du coup, cette fantaisie-là, pour moi, ça veut dire qu'on est dans la vie en fait. Et donc c'est beau et je suis honoré de partager ce moment avec lui, vraiment. Je vais ajouter que il y a l'image du mathématicien très sérieux, mais là on voit que il y a la fantaisie, mais il y a aussi quelque chose qui sort du sentier battu. C'était pas naturel de se présenter en politique, et là on sent que derrière le côté sérieux, il y a aussi quelque chose de fantaisie. Mais peut-être pour Abdelmalik, c'est le miroir. On pense à un rappeur comme à quelqu'un qui est tout le temps dans la révolte, dans l'inspiration, dans le souffle. Mais on sait bien que, comme derrière tout art, il y a beaucoup de travail, de réflexion, de choses pensées et mûrement repensées, retravaillées jusqu'à arriver à ce qui fait mouche. Alors stop. Moi, je fais mouche. On passe maintenant à cette première partie d'émission. Merci d'avoir réagi tous les deux. J'explique, je rappelle en quoi consiste cette émission. Je vais d'abord vous interviewer, vous, Abdelmalik, pendant 15 minutes environ. Pendant ce temps-là, vous, Cédric Villani, vous prendrez des notes qui seront visibles par nos spectateurs sur cette tablette. Exactement, vous avez une jolie écriture, on a fait des tests avant, donc profitons-en. Et puis ensuite, nous inverserons les rôles et en dernière partie, nous échangerons tous ensemble sur ce qui a été dit. Abdelmalik, quand on regarde justement votre parcours, on a l'impression, moi j'ai l'impression que dans votre art, que ce soit cinéma, écriture, chanson, rap, tout est politique au fond. Et c'est pas le cas de tous les artistes. Est-ce qu'on peut dire ça de vous, de votre parcours aujourd'hui? Ouais, on peut dire ça. Enfin, politique au sens comment dire, je suis un citoyen et ce qui se passe autour de moi, je me sens concerné en fait. Et je me dis, qu'est-ce que, en tant qu'artiste et en tant qu'être, je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer positivement les choses en fait. Il y a toujours cette idée de se dire, est-ce que je suis utile ou pas? Si j'avais le sentiment d'une forme de non-utilité, je ne sais pas si je ferais ce que je fais. En fait, c'est parce que j'ai ce sentiment-là et que il y a beaucoup de choses qui me viennent en retour en fait. On donne à hauteur de ce qu'on reçoit. C'est quoi être utile pour un artiste? Et à quel moment vous vous sentez utile? Quand je retourne dans la cité dans laquelle j'ai grandi, pour X ou Y raison, et je vois un jeune qui vient me voir et qui me dit
je suis le fils d'un tel ou le neveu d'un tel, et il me dit, voilà, quand j'ai su que t'as vécu exactement la même chose que moi, que t'as grandi ici et que tu traînais ici et que t'es devenu ce que t'es devenu, eh ben moi, plus jeune, ça m'a motivé. Aujourd'hui, je suis médecin. Alors, et ça, c'est arrivé dans ma cité, dans d'autres cités, dans des endroits où je vais. Et je me dis, voilà, c'est ça être utile, en fait. Utile, ça veut dire, on est là pour se donner du courage les uns les autres et dire que on est capable de transcender sa condition. Que le déterminisme n'existe pas, en fait. Que dans cet endroit où certaines personnes, finalement, ont ce sentiment, une forme d'humanité, ou en tout cas une forme d'être français comme tout le monde s'arrêterait. En fait, non. Et nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour dire, c'est possible, rien n'est impossible. Il n'y a pas juste cette idée de se dire il faut se donner les moyens, parce que ça veut rien dire de il faut se donner les moyens. Parce que se donner les moyens, c'est une chose, mais encore faut-il avoir les outils, en fait. Et ces gens-là, des gens comme moi, on n'a pas d'outils au départ et finalement on fait quand même quelque chose. Et là, je me dis que voilà, on est utile. Et c'est en ce sens-là où dans tout ce que je fais, que ce soit en littérature, que ce soit en musique, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour tout ce que je fais, il y a toujours cette idée de dire que n'oubliez jamais que derrière toutes ces histoires, tout ce qu'on nous dit, tout ce que l'histoire médiatique, l'histoire il y a des êtres humains en fait, qu'il y a des femmes et des hommes et des gens qui ont et des êtres singuliers, des individus. Mais du coup se pose aussi, et j'imagine que c'est une question que vous vous posez souvent, de la responsabilité, la question de la responsabilité ou du rôle de l'artiste dans la société depuis toujours, mais dans la société aujourd'hui telle qu'elle est, c'est peut-être encore plus complexe. Ouais. Est-ce que quand souvent on vous présente comme ayant été un dealer, est-ce que quand vous racontez ça, par exemple, vous vous posez la question de comment je le raconte, pourquoi je le raconte, quelle est la responsabilité que j'endosse quand je le raconte? Est-ce que dans tout ce que vous faites, vous vous posez cette question? Toujours. Toujours. Mais la réalité, on va même aller plus loin. Quand je vous parle, chaque mot est important en fait. Et on doit célébrer la nuance et la complexité. On doit magnifier ça. On doit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit être pesé dans le sens où on n'est pas seul au monde. Dans le sens où il y a un impact et que ça va générer des choses et que ça peut paraître rien. Et puis vous savez, c'est comme on jette une pierre et puis en haut d'une montagne et puis il y a de la neige et puis ça finit par donner une avalanche, par exemple. Et ben c'est ça en fait. Et donc cette réflexion-là, ça ne me quitte pas. Cette chose liée à la responsabilité, c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Et donc voilà. Donc à partir de là, j'avance, je vis, mais toujours en tenant compte de ça. Et la légèreté, Abdelmalik. Mais la légèreté, elle est là. Bien sûr, elle est toujours là. La légèreté, c'est le fait. C'est comme tout à l'heure lorsqu'on parlait de fantaisie avec Cédric. La légèreté, c'est la vie. Il y a un adage qui dit trop sérieux n'est pas très sérieux. Et ça, j'en parle même pas parce que ça, c'est évidemment, ça va de soi. Donc on n'en parle pas. À moins que vous me questionnez, et vous me questionnez par rapport à ça. Mais sinon, on n'en parle même pas. Mais parce qu'on n'en parle jamais avec vous de la légèreté. Mais oui, parce que et d'ailleurs, ça se voit dans vos yeux. D'un coup, elle arrive. Ah bah oui. Ah, oui. Et moi, je suis bon client pour une bonne rigolade et pour la. Mais en même temps, voilà. Parce que comme vous avez endossé ce rôle aussi. C'est pas tant le fait d'endosser un rôle. C'est pas un rôle d'ailleurs. C'est le fait d'accepter la position dans laquelle je me trouve. C'est différent en fait. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve à un endroit et dans cet endroit-là, il faut être le plus juste possible et l'accepter et être. C'est moi aussi, mais ce n'est pas que moi. Et forcément, le média en général, c'est pas une image en relief qu'elle donne de nous. Donc forcément, on se retrouve dans un truc. Mais en même temps, on a confiance en l'intelligence des gens. On se dit, ils vont bien savoir que je suis pas juste ça, qu'on est plus que ça, et heureusement. Il y a quelque chose qui me frappe aussi, quand je revois encore une fois le parcours, c'est la filiation intellectuelle. Alors, il y a toujours Camus, ou souvent Camus, dans ce que vous dites, de ce que vous racontez de vous, et même dans ce que vous écrivez, réalisez. Et puis il y en a des tas d'autres. On sent que vous êtes à une place comme ça, quelque part, dans l'histoire, entre ceux d'hier, qui vous correspondent, qui vous parlent encore aujourd'hui, et puis ceux de demain. Cette position-là, cette place-là, c'est important pour vous de venir de quelque part? Bien sûr. Mais c'est même, je vais vous dire ma ligne éditoriale de vie. En fait, il y a cette idée qu'il s'agit pour moi toujours de préserver le patrimoine et de cultiver la modernité.
C'est ça en fait, c'est là où je me trouve. C'est-à-dire de faire du lien. Oui. Et l'une des grandes problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a même une rupture générationnelle. Rupture générationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, on peut se retrouver en roue libre et ne pas comprendre ou ne pas savoir ou ne pas saisir qu'on vient de quelque part. Et si on ne sait pas d'où on vient, où on va, la direction, elle devient tout de suite incertaine en fait. Et donc pour moi ça c'est hyper important. Donc ça fait et il y a aussi cette idée de dire que voilà, ces grandes figures qui nous ont précédés, c'est comme s'ils nous ont lancé un ballon au vol et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et c'est comme s'ils nous ont tracé le chemin et est-ce qu'on le foule ce chemin ou Mais c'est le besoin de se sentir presque physiquement aussi dans une histoire plus grande que soi. Ça compte pour vous? Bien sûr, c'est le besoin et en même temps c'est une sorte de constat. En ce sens-là, on est tous, comment dire, on fait tous partie d'une histoire, on fait tous partie d'un courant, d'un mouvement, on est tous le maillon d'une chaîne. Et il faut le reconnaître et l'assumer pour pouvoir vivre pleinement en fait, réellement, pour s'épanouir à la fois en tant qu'individu, en tant qu'être dans un collectif, dans un pays, dans une langue, dans tout ça quoi en fait. Et si on ne tient pas compte de ça, il y a quelque chose en nous qui n'est pas fait d'une certaine manière. En parlant de collectif, vous avez signé il n'y a pas très longtemps, co-signé dans Le Monde une tribune proposant, suggérant de donner un passeport culturel à des migrants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que ça c'est un engagement d'une certaine façon. Ouais, le tout c'est de dire que la culture, mais quand je dis la culture, il faut bien comprendre. C'est quoi votre définition de la culture? Ah oui. Parce que s'émouvoir devant un tableau et puis ne pas laisser sa place à une vieille dame quand on est dans le bus, par exemple, c'est pas. Pour moi, la culture, c'est un tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a dedans, il y a à la fois le cœur qui est l'éducation. Mais quand je parle de l'éducation, je parle à la fois de l'éducation d'un point de vue académique, mais aussi l'éducation comme les parents qui éduquent leurs enfants en fait, qui leur donnent des principes, qui leur transmettent des valeurs, etc. Et il y a aussi la notion de savoir. Et qui dit savoir, dit finalement, il y a une sorte de quête d'une forme de sagesse aussi. Et pour moi, le mot culture englobe tout ça. Et moi, l'art pour l'art, ça veut rien dire pour moi. Et l'autre chose, c'est que on est tous des artistes. Tous sans exception, dans le sens où notre chef-d'œuvre à tous, ça serait une vie réussie. Et une vie réussie, ça serait notre... Voilà. Et ça, tout le monde... En ce sens-là, on est tous des artistes. C'est quoi une vie réussie? Là, on pourrait parler, oui. Et on fait une autre émission sur ça, si vous voulez. La prochaine fois. La prochaine fois. Mais ce qui est sûr, voilà, il y a cette idée de comment finalement on peut se regarder dans une glace et dire je suis, quoi, réellement. Donc j'en reviens à cette tribune que vous avez signée, et cette suggestion donc de passeport culturel pour les migrants. Quelles sont vos idées qui se cachent derrière ça? L'idée, c'est de dire que si on a vraiment envie de faire bouger les choses, ça passe automatiquement par la culture et l'éducation. Ça veut dire que pour changer le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les migrants, je dis bien ceux qu'on appelle les migrants parce qu'on est tous migrants, je veux dire ceux qu'on appelle les migrants, c'est déjà de comprendre, de connaître leur histoire, de savoir d'où ils viennent, etc. Ça, c'est de notre côté, entre guillemets. Et du côté des migrants, encore une fois, entre guillemets, c'est cette possibilité de comprendre l'endroit où ils sont, de comprendre l'histoire l'histoire du pays, l'histoire de comprendre le génie de l'endroit où ils se trouvent et comprendre finalement que d'où ils viennent, où ils se trouvent, il n'y a pas rupture, il y a une continuité. C'est toujours des êtres humains qui se mettent ensemble pour une vie meilleure, qui se mettent ensemble pour l'harmonie, qui se mettent ensemble pour avancer positivement. Et si on pense les choses de cette manière, et pour moi la culture, encore comme je l'entends de manière générale, vous voyez, la culture pour moi c'est un miroir d'humanité. Et à partir de ce passeport finalement culturel, c'est-à-dire aller au théâtre, pouvoir aller au musée, pouvoir aller dans ces différents endroits de culture, en fait c'est comme se regarder dans une glace quelque part et se dire mais en fait eux c'est moi, en fait on est pareil. Et tout d'un coup ça change le regard. Et aussi ces gens qui ont l'habitude de consommer de la culture, et de voir dans ces endroits-là, de voir entre guillemets encore ce qu'on appelle les migrants, de voir ces gens qui viennent là et tout d'un coup on se dit mais on a peut-être un point en commun, on peut échanger, on peut parler, eux peuvent me parler aussi de leur propre culture, etc. Et on crée le dialogue.
pour moi, la vraie problématique se pose lorsque le dialogue est rompu. Vraiment. Et donc voilà, donc pour moi, c'est pas juste, c'est pas un truc gadget que de dire un passeport culturel. C'est juste de dire que, ok, il y a la. C'est un accueil culturel. C'est un accueil culturel. Et c'est quelque chose. C'est les prémices d'un ciment. C'est les prémices d'un lien. C'est tout d'un coup de dire, ok, il y a votre problématique, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. C'est une chose, mais ça n'enlève pas le fait de pouvoir et de vouloir s'enrichir en tant qu'être, de pouvoir et de vouloir aller à la rencontre de l'autre, de pouvoir et de vouloir échanger avec l'autre. Et la culture, c'est aussi, tel que vous l'entendez, c'est aussi un moyen d'échanger, c'est un matériau d'échange, justement. Totalement. Eh bien, vous avez utilisé votre temps de parole. Je ne sais pas si on a gardé avec nous Cédric Villani ou si on l'a perdu. Ouais. Il est là. J'écris pas comme ça, moi. Si vous arrivez à me lire, c'est une autre histoire. Alors. Allez. Et je passe exactement le relais. Alors, je précise aussi, pour nos spectateurs qui ne sont pas avec nous, que vous, de toute façon, vous vous promenez toujours avec un petit carnet. C'est ça? Vous êtes arrivé, vous aviez votre carnet. Là-dedans, je note tout. Alors, historiquement, ça a dépendu dans quoi je notais les choses. Il y a eu des époques où je notais tout sur mon ordinateur. Maintenant, je suis dans tellement de contextes différents que ça tient plus la route. Mais le carnet, c'est super. Ça, c'est un carnet de haute technologie avec une vraie table des matières que je pourrais remplir quand le carnet sera entièrement consommé pour bien me rappeler tout ce que j'y ai noté, toutes les conversations, toutes les réunions et pas moins de 2 marque-pages qui permettent à la fois de se référer à quelque chose et de continuer à prendre des notes à un autre endroit. Ça me tient 2 semaines à peu près un cahier comme ça. D'accord. Vous avez écrit beaucoup de choses sur la tablette. Vous avez écouté Abdelmalik ou vous étiez parfois absent? Non, j'ai tout écouté. D'ailleurs, il y avait guère d'originalité dans ce que j'ai écrit. C'était vraiment des mots-clés, des façons de les représenter. Ça fait partie de mon métier d'écouter, hein. Aussi bien d'ailleurs dans mon activité de chercheur que dans mon activité de député. La campagne, le mot d'ordre qui revenait sans arrêt, c'était « Le député est à votre écoute » et j'essaie d'écouter vraiment les gens. En ce moment, je suis en mission intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est mon boulot que de rédiger un rapport qui sera remis au gouvernement en janvier. Et pour cette tâche, un rapport qui viendra à déterminer toute la stratégie à suivre, une stratégie possible à suivre en matière d'IA, déclinée selon des angles administratifs, législatifs, culturels ou tout ce que vous voulez. Et pour cette mission, moi et mon équipe, on va écouter quelque chose comme 250 personnes différentes. Alors justement, on dit souvent que les députés, quand ils sont sur des missions comme celle-ci, écoutent, mais beaucoup d'experts. Alors on imagine que les experts, ça va être des tas de scientifiques avec lesquels vous allez pouvoir échanger, mais justement, puisqu'on est ici pour parler avec vous aussi et beaucoup, on l'espère, de culture, vers quel type d'experts cultivés est-ce qu'il y a des écrivains, est-ce qu'il y a des philosophes, est-ce qu'il y a des historiens, est-ce qu'on est beaucoup dans les humanités ou pas, bien qu'étant dans l'intelligence artificielle? Tout ça. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de scientifiques, il y a des geeks, il y a des entrepreneurs. Mais il y a aussi, et pas plus tard que ce matin, nous avions 2 philosophes, un journaliste, une jeune femme qui faisait une thèse venant des sciences humaines, mariage entre sciences humaines et sciences dures. Nous avions plusieurs des membres du panel avaient écrit des ouvrages. Bon, et on avait une discussion comme ça. Et le titre de notre table ronde de ce matin, parce qu'on fonctionne par table ronde, typiquement une table ronde de 3 heures avec une dizaine d'experts, et le titre de celle de ce matin, c'était les imaginaires. On se demandait comment l'intelligence artificielle est représentée dans la culture, comment il faut en parler, quels ouvrages, est-ce que ça influe positivement ou négativement sur notre imagination. Certains disent qu'au fur et à mesure que la technologie progresse dans ses merveilles, notre imagination décroît,
que notre science-fiction est en crise et qu'on préfère refaire des remakes de vieux ouvrages de science-fiction plutôt que d'imaginer des formes toutes nouvelles. Et justement, alors est-ce que vous avez des ouvrages de référence d'autrefois, des livres que vous auriez lus et qui étaient des livres de science-fiction, qui vous reviennent à l'esprit en travaillant sur l'intelligence artificielle, ou des films? Il y en a eu un paquet. Vous savez, j'ai grandi en partie dans la science-fiction des années 70. Mes parents étaient très fans de cette littérature. Mes parents étaient professeurs de lettres tous les deux, alors j'ai grandi dans les bouquins. Oui. Mais le genre particulier qu'est la science-fiction 60s, 70s, j'en ai mangé beaucoup. Et à coup sûr, ça m'a influencé. Et vous savez quoi? En ce moment, je travaille sur un ouvrage de science-fiction en bande dessinée avec le dessinateur Edmond Baudouin. Ça paraîtra début de l'année prochaine. Ça s'appellera Ballade pour un bébé robot, du nom d'une chanson de la chanteuse des années 70, Mama Bea Tekielski. Et voilà, donc c'est un genre qui me tient à cœur. Vous auriez comme ça un film dont vous vous souvenez qui vous aurait le plus marqué? Ou un livre? Marqué, mais c'est sans aucune originalité. Planète interdite, un film qui a marqué beaucoup, vous savez, avec un monstre invisible créé en fait comme réalisation matérielle des pensées subconscientes. Un film très marquant parce qu'il s'interroge sur les pouvoirs insoupçonnés du subconscient et sur toutes les horreurs qui peuvent se cacher dans nos tréfonds, mais également sur ce monstre invisible qu'on aperçoit quelques secondes dans le film et encore, et qui, vous savez, ça peut être très très inquiétant, l'invisible. Et Planète Interdite, avec ses moyens low-tech, il était bien plus effrayant et marquant que la plupart des grands blockbusters hollywoodiens qu'on voit maintenant à grand renfort d'effets spéciaux. Est-ce que vous lisez toujours autant que quand vous habitiez avec vos parents? Non, non. On ne peut pas. En revanche, quand j'étais gamin, j'avais un petit nombre d'interlocuteurs. Maintenant, il y en a partout. Je sais pas moi, mais sur cet automne peut-être, j'aurais dû rencontrer et discuter avec peut-être 1000 personnes différentes. Ça fait partie, il y a le métier de député, il y a la mission, il y a une autre mission qui va être centrée mathématique, qui va amener à rencontrer et discuter avec plein d'acteurs de l'éducation mathématique. Je préside l'office parlementaire scientifique et à ce titre on fait beaucoup d'auditions aussi. Puis, député, sans arrêt, la porte de votre permanence est ouverte pour recevoir les représentants de tel ou tel secteur qui ont des requêtes, des revendications. Donc, on passe son temps avec beaucoup d'interlocuteurs. Les jours ont que 24 heures, forcément, je lis beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui vous permet de vous évader un peu de tout ça? Parce que rien qu'à vous écouter, moi j'étouffe, je suffoque, c'est trop. C'est jamais trop. C'est pas une question c'est une question d'équilibre, on va dire. Et le projet dont je parlais à l'instant, par exemple, la bande dessinée avec Edmond Baudouin, le petit quart d'heure dans lequel vous y pensez sur une journée, ça vous remet à zéro par rapport aux 10 heures que vous avez passées à bosser et à vous triturer les méninges sur des sujets qui sont en rapport avec vos missions. Il suffit des petites pauses ici et là. Petit passage indispensable au milieu d'une journée, il me faut mes 10 minutes de relaxation, typiquement allongé par terre, vous oubliez tout, vous vous détendez, vous vous relaxez, vous vous concentrez, vous vous déconcentrez jusqu'au moment où les fourmis arrivent dans vos mains et dans vos pieds et ça vous remet à zéro, vous êtes prêt à repartir. Vous parlez de vous comme d'un ordinateur, souvent. On se remet à zéro, on se réinitialise. Ah, c'est même plus. Entre intimes, j'appelle ça le reboot, la procédure de se détendre pendant 10 minutes en milieu de journée, exactement comme quand un ordinateur se relance. Cela dit, on sait bien que l'intelligence humaine et l'intelligence de l'ordinateur, y compris l'intelligence artificielle, sont très différentes. On parlait des mots tout à l'heure, Abdel Malik disait que les mots c'est très important dans cette nouvelle mission politique et puis probablement aussi dans vos travaux mathématiques. Est-ce que justement ce passé littéraire, cette famille de littéraires d'où vous venez, vous a aidé à vous faire comprendre? Est-ce que les mots pour vous c'est important? Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui dans votre action politique? Les mots sont importants pour tous les humains.
Et je veux dire, les êtres humains ont tellement de variétés, mais il y a un point commun, c'est notre rapport avec le langage, les mots, même sous différentes formes. Je veux dire, même quand vous êtes pour les sourds-muets, il y a la langue des signes qui est vecteur fondamental, et nous sommes nés vraiment pour échanger, pour communiquer, pour parler, pour écrire. Les mots mettent des concepts derrière les objets et la réalité, et ça fait partie de ce qui nous unit. Et évidemment que le fait d'avoir été élevé dans un environnement littéraire a influé aussi sur ma façon peut-être de m'exprimer, peut-être de choisir mes références, et ce qui a une grande partie de mon travail de vulgarisation mathématique, par exemple, a été dans la mise en scène, mise en récit, mise en discours. Dans quelques temps, va arriver à maturité, va être distribué un projet de coffret DVD sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans avec la maison des Métallos, salle de culture du 11e arrondissement, et dans lequel c'était des conférences 1 heure face à un public mélangé, fait de non-experts, et où je parlais de mathématiques en le mettant en récit. L'aventure des humains qui construisent les concepts mathématiques, l'histoire des concepts, l'histoire des projets, tout cela entremêlé autant que possible. Et il n'y a pas 36 possibilités quand vous voulez intéresser un public généraliste, un public qui n'est pas expert. Il n'y en a guère que 2, c'est les histoires et les jeux. C'est universel, ça pique aux gamins, ça pique aux adultes. Vous voulez parler d'un sujet pour quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine, il faut le mettre en histoire et le mettre en jeu. Vous utilisez un vocabulaire artistique. On a l'impression qu'au fond, cette justement mise en scène, cette façon que vous avez de faire les choses, elle est artistique. Est-ce que vous êtes un artiste selon vous à votre façon? Alors Abdelmalek disait qu'on l'était tous, mais... On l'est tous. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait. L'une de mes conférences que je fais régulièrement s'appelle « L'art vivant de la mathématique ». Et j'insiste sur le fait que la démarche mathématique comporte sa part d'art. De création, c'est ça? De création, mais même que les mathématiciens, et c'est pas que moi, tous les collègues vous le diront, dans l'activité mathématique, il y a une part d'art. Et les mathématiciens pensent à eux-mêmes comme à la fois des scientifiques et des artistes. Et ça, le parallèle va sur beaucoup de sujets. D'abord, entre nous, la force qu'on attribue aux mathématiciens, le respect qu'on leur accorde dépend de leur créativité, de la façon qu'ils ont eu d'imaginer les choses qu'on n'avait pas vues, ou même d'imaginer que le concept, la bonne idée était là. Puis un mathématicien, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir des mots comme vecteur de sens, d'image et de références communes. Nous, on y pense comme ça, mais également dans notre jargon mathématique. Un mathématicien va dire hypoténuse et ça a un sens précis. Ou il va dire transport optimal et ça aura un sens précis. Ou il va parler du déterminant jacobien et on s'est tous accordés entre mathématiciens sur ce que ça voulait dire. Parfois même la notation est vecteur de sens. Et puis, les mathématiciens partagent ça avec les artistes qui sont très férus des règles. Vous savez, on associe l'art à la liberté. C'est vrai dans une certaine mesure, mais tous les artistes savent que l'art vient aussi avec de la contrainte. Et qu'il faut la bonne contrainte pour faire le bon art. Et pour certains, c'est les sonorités, ou dans la poésie très longtemps, ça a été des règles très strictes sur le nombre de syllabes qu'on utilise et la façon dont on versifiait. Et tout en s'imposant ces contraintes, on savait qu'on allait se forcer à être créatif. De la liberté totale ne naît rien. C'est stérile. Il vous faut la liberté et les contraintes. Et en mathématiques, on a tellement de contraintes. Une dernière chose avant qu'on échange tous ensemble, j'aimerais que vous me donniez, vous, votre définition personnelle de la culture. C'est quoi pour vous la culture? La culture, c'est ce qui nous rassemble. J'ai tellement apprécié ce qu'il a dit, Abdelmalek, sur ce rôle de la culture et de l'échange dans la façon d'intégrer. Pendant des années, vous savez, avant de faire campagne pour La République En Marche, de devenir député, j'étais militant pendant 7 ans dans les cercles pro-européens. Et je me suis toujours défini moi-même comme un fédéraliste. Et quelqu'un qui croit fondamentalement que l'avenir de l'Europe et que la force de la France passe par l'Europe,
que l'avenir de l'Europe n'est pas dans l'unification ou dans l'homogénéisation, n'est pas non plus dans la balkanisation, si je puis dire, mais c'est dans l'action concertée, fédérée, coordonnée, dans laquelle on se sent tous avec notre identité nationale et notre identité européenne forte. Et pendant des années, ce que je répétais avec le think tank Europa Nova, c'est que l'action intégrée européenne, elle ne doit pas passer seulement par des règles économiques qui font rêver personne, ou par des institutions politiques qui font rêver personne, mais par l'accent sur des actions culturelles communes, sur des échanges. Mais une définition de la culture, j'entends, je vous écoute. Hein. Et la culture, c'est ce qui nous rassemble. Ok. Et voilà. Alors, je vais juste vous demander de faire un petit peu attention. Je crois que ça grésille, que votre lavalière provoque des grésillements sur le micro. Donc je préviens. Ma nature méditerranéenne, tout en geste. Mais on ne peut pas y toucher à cette lavalière. En même temps, ça c'est une lavalière, ça a une certaine façon d'être. Et je dois admettre, c'est mon mea culpa, la lavalière a posé problème à déjà de nombreux, très nombreux ingénieurs chargés de poser des micros. Ça a posé des incidents sur des plateaux télé partout. Et tant mieux. Ça. Et ben voilà, le défi est lancé pour les prochains. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez pris beaucoup de notes, Abdelmalik? Je sais pas, j'ai noté au fur et à mesure. Je sais pas si ça fait beaucoup, mais j'ai noté pas mal de choses. Je vous laisse réagir comme ça, peut-être vous déjà à des choses que vous avez pu entendre, échanger un peu, et puis qu'est-ce que vous avez envie de dire, Abdelmalik, à tout ce que vous venez d'entendre? En fait, j'ai entendu beaucoup de belles choses, et je trouve que je me sens proche en fait de toi, de vous. De toi, oui. De toi, je peux te tutoyer. Oui, bien sûr. Je me sens vraiment proche de toi. Il y a quelque chose. Et ce que tu as dit sur l'Europe, c'est hyper important ce qu'il a dit sur l'Europe. Parce que, d'accord, on va définir la culture, chacun a ça. Mais de dire la culture, c'est ce qui nous rassemble, et de dire finalement que le projet. Moi, pourquoi l'Europe m'interpelle particulièrement? Moi, je suis alsacien, je suis de Strasbourg. Donc moi, j'ai grandi avec l'Europe. L'Europe, c'est normal. Et gamin, il y avait. Je faisais partie du Conseil européen de la jeunesse, enfin ce genre. Et pour moi, l'Europe, ça veut dire quelque chose. Avec mon groupe NAP, quand on a commencé, on a fait tout de suite des concerts en Allemagne, en Slovaquie, en Autriche. Enfin, l'Europe, ça veut dire quelque chose, en fait. Et puis, quand j'étais à la fac, Erasmus, enfin, il y avait des gens qui venaient de partout et tout. Et je pense profondément dans ce que tu viens de dire, quelque chose qui m'a. Et je pense que c'est important de dire que aussi ce fameux projet européen, en fait, passe par la culture, et que même la culture peut être le cœur de ce projet européen. Parce que aujourd'hui, c'est les marchands qui réfléchissent, c'est les gens les gens qui ont fait la mondialisation, ou enfin en tout cas qui ont travaillé sur l'économie et tout ça. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui unit les êtres, c'est-à-dire la culture, ce qui est ce qu'on disait tout à l'heure, ce miroir d'humanité. Et il y a cette idée de dire finalement qu'il y a quelque chose de puissant dont l'Europe est porteur en termes de valeurs, en termes et toutes ces choses-là sont des choses qui sont liées à la culture. Donc quand tu dis ça, moi ça me marque profondément. Et puis venant de toi, par rapport à ton propre parcours, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu es en tant que, j'ai envie de dire, artiste mathématicien, voilà. Et ben ça fait vraiment sens. Et du coup ce qu'on disait, le fait de préserver le patrimoine et de cultiver la modernité, pour moi il en est une sorte d'incarnation en fait. Et moi je vais continuer. D'abord, quand on s'interroge sur engagement citoyen, par exemple, on sait bien que si on raisonne en termes d'engagement citoyen avec juste l'intérêt, l'avantage, l'objectif, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait qu'on va voter le jour d'une élection? C'est pas parce que on va tirer un avantage à voter, même à la limite dans une élection présidentielle, par exemple, autant rester chez soi. C'est pas le fait de voter soi qui va changer le résultat. Mais on le fait parce que on a appris des questions d'engagement citoyen. Ouais. Faites qu'on se sente solidaire de l'ensemble de la nation. Exactement. Allez, c'est mon petit effort. Même s'il pleut, je vais aller faire cet effort, glisser mon bulletin dans l'urne, et comme ça, j'aurais participé à cet ensemble diffus, je me sentirais solidaire de l'ensemble. Et j'ajouterais que tant qu'on doit se déplacer physiquement, on continue de rencontrer des gens très différents de soi, de son quartier, dans le bureau de vote. Moi, j'ai un peu peur du jour où on se déplacera plus, parce que ça fait partie aussi des actes qui rassemblent et qui mélangent. Bien sûr.
Mais par rapport à ce qui est dit là, c'est en fait la culture permet de dire, évidemment, on a nos histoires singulières, on vient de différents endroits, on a chacun notre histoire, mais tout d'un coup, on se sent d'une culture commune. On se sent, on fait partie, comment dire, chacun on est une partie de la mosaïque. On fait partie d'un tout. Et le fait d'aller comme ça, tout d'un coup, on va voter ensemble, des différents endroits d'où on vient. On dit, nous sommes un, en fait. Nous sommes un. Et c'est cette réflexion finalement de l'unique dans le multiple ou du multiple dans l'un. Enfin, et ça c'est important. Et l'Europe doit être plus que jamais non seulement porteur de ces valeurs-là, mais de ce projet-là, parce que c'est pas juste l'Europe qui est en question, c'est le monde. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un endroit qui soit exemplaire. Et nous, on a tout, on a les outils et les moyens en termes en termes philosophiques, en termes spirituels, en termes de tout ce qu'on veut, pour être exemplaire. Et on doit l'être. C'est urgent quand on voit l'état du monde actuellement. Par exemple, il y a des conflits aussi, quand même, dans tout ça. Il y a des embryons ou des conflits. Tout ça, est-ce que ce qu'on dit là n'est pas un peu utopique? Mais l'utopie, c'est ce qui nous fait avancer. Je veux dire, s'il n'y a pas d'utopie, on fait quoi justement? C'est parce que tout d'un coup, il y a un rêve commun, collectif. Il y a ce truc, on veut ce monde-là, que ce monde-là advienne. Mais pour que ce monde advienne, on se lève et on y va. Et on compose et on écrit et on est voilà, on est élu, on fait, voilà, on bouge, on vit quoi. Et il y a plein de projets. Par exemple, en ce moment, dans la mission intelligence artificielle, on se pose tellement de questions sur la place de l'Europe dans le monde, sur un sujet qui est dominé jusqu'à présent par les États-Unis, au moins du point de vue économique. Oui. Et maintenant la Chine qui émerge très fortement. Et on se dit, où est notre place? Quels sont nos atouts? Et quand on fait le compte des atouts, on voit que par exemple, en Europe, grande culture de la population par rapport à d'autres continents, c'est un atout. Beau niveau de formation d'ensemble, c'est un atout. On voit aussi que le fait qu'il y ait des mécanismes de protection qui ont été pris au niveau européen, qui mettent l'accent sur la protection de la vie privée, par exemple, c'est un atout. Et c'est aussi un atout qui est de type culturel. Et on voit que quelque chose qui manque, en revanche, c'est la part de rêve. Quand un Elon Musk dit « on va aller sur Mars, on va faire les trucs les plus grands et tout ça », et les projets sont lancés, il n'y a pas plus de compétences technologiques ou de recherche de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui arrive à faire partager son rêve et ça met l'ensemble en mouvement. Alors là, au lieu de partager du rêve, ce qu'on est en train de faire, je vous propose qu'on partage des coups de cœur. Je vous avais demandé à chacun de penser à quelque chose que vous aimeriez partager avec l'autre. Vous, Cédric Villani, vous avez choisi une chanson d'Alain Leprest qu'on va écouter. Et puis vous nous direz si vous aimez ça, Abdelmalik. On va écouter un petit extrait. Le temps de finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil. Alors, mes références musicales les plus importantes, c'est d'une part rock à l'anglaise, les Beatles et tout ça, et d'autre part la chanson française. J'en ai écouté tant. Ma version préférée de cette chanson, c'est la version en live qu'il a enregistrée juste avant sa mort, à un moment où il était en rémission d'un cancer, et on le voit continuer à partager ses rêves. Chanson française, quand on l'écoute, d'abord ça résonne avec ce qu'on a appris, la langue française telle qu'on l'a apprise de notre enfance. Un bon chanteur, chaque mot compte et chaque intonation subtile de la voix compte. Et on apprend à attendre. Il y a un petit temps, il y a un petit espace, de temps en temps, il y a un petit mot qui est frappé plus qu'un autre. Et derrière, ça passe beaucoup plus que le texte lui-même. Et puis Alain Leprest, à chaque fois le texte poétique, on se projette dans le rêve. Ici, Alain Leprest était porté un peu plus qu'il ne fallait sur la boisson, on va dire. Et là, il dépasse, il magnifie son amour pour la bouteille. Il raconte tout ce qu'on se met à rêver quand on commence à boire un peu, qu'on va se projeter, réaliser des grands projets, rêver le monde, faire de grandes utopies, améliorer la vie de ses semblables. Et je trouve ça une très belle façon de se projeter dans l'avenir. C'est le genre de chanson que je me mets en tête
quand on était avec les collègues en train d'imaginer l'avenir de l'Europe, ou quand on est dans le projet politique en train d'imaginer l'avenir des institutions françaises. Sans le rêve, on fait rien. Sans le rêve, on fait rien. On y revient. Cet espace, justement, entre les mots, quand on est chanteur, c'est toutes petites choses qui viennent aussi du cœur, mais qui viennent du corps. Ouais. Mais ce qui a été dit, ce que tu as dit, Cédric, et c'est très juste. La poésie. La poésie, c'est, pour moi, il y a la poésie et c'est l'art qui se rapproche le plus du cinéma pour moi. Pourquoi? Parce que ce qui nous est montré ou ce qui est dit, il y a plus que ça. L'ellipse, il se passe entre deux mots, il se passe des choses. Et tout ça, etc. On pourrait parler de ça longtemps, mais voilà. Et puis le genre de poésie, finalement, cette musique-là, c'est aussi dans la tradition des poètes maudits aussi. C'est des gens qui ils ont tellement finalement mal aux autres, c'est-à-dire le monde, ils sont tellement sensibles finalement que c'est des êtres donc qui vont boire, etc. Mais c'est la sensibilité en fait. C'est des êtres qui sont qui ont le courage d'être des êtres humains. Ils vont jusqu'au bout, quitte à se brûler, quitte à mourir en fait. Et ces gens-là, souvent, c'est des gens fabuleux. C'était la bande à Juliette Gréco aussi, Alain Leprest. Et vous avez chanté avec Juliette Gréco. Moi, non seulement j'ai chanté avec elle, mais j'ai j'ai la chance et l'honneur de faire partie de sa famille. C'est elle qui me l'a dit et moi je me considère, ça fait plus de 10 ans qu'on est très proches, j'ai écrit pour elle, mais c'est la famille, elle et Gérard Joannès, son époux, qui est pianiste, musicien, compositeur, pianiste, c'est quelqu'un de fabuleux, c'est des gens fabuleux. Et encore une fois, il y a cette idée, moi il y a toujours, on en revient toujours, je vous ai dit la ligne éditoriale de ma vie, préserver la tradition et cultiver la modernité, c'est toujours le lien en fait. C'est-à-dire que pour moi, Gréco, ces gens-là, on part d'eux pour continuer, pour être. Ils nous donnent le courage d'être, ils nous montrent le chemin, ils nous tracent la voie, ils nous disent voilà ce que. En même temps, tu dois être toi-même, mais en même temps, tu es dans une tradition, tu t'inscris dans quelque chose. Et ça, c'est très important. Cédric, vous jouez du piano? J'ai joué du piano pendant assez longtemps. À une époque, c'était indispensable pour moi. Si j'avais pas mon heure de piano quotidienne, je me sentais pas bien. Et après, j'ai dû arrêter. Trop de choses. Et puis, les enfants qui arrivent, les cours à préparer, les voyages partout. Ça fait longtemps. J'étais un pianiste classique. Le dernier morceau que j'ai travaillé sérieusement, c'est la 6e sonate de Prokofiev, ou première sonate de guerre. Morceau extraordinaire. J'étais tombé amoureux en l'écoutant. La version de Ivo Pogorelic, un génie dans sa partie. Et qu'est-ce que j'en ai passé des heures et des heures à apprendre cette sonate, à retravailler. Tout plein de poésie et de violence à la fois, et des moments où vous tapez du poing sur le piano, et des moments où c'est tout en douceur. Les dissonances ajoutent partout à l'atmosphère. C'est une belle affaire. Abdel Malik, vous, votre coup de cœur, c'est un extrait, c'est L'envers et l'endroit, hein. Ouais. C'est Camus. Et je vous laisse lire un extrait, s'il vous plaît. Et puis un temps vient toujours dans la vie d'un artiste où il doit faire le point, se rapprocher de son propre centre pour tâcher ensuite de s'y maintenir. C'est ainsi aujourd'hui, et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Si malgré tant d'efforts pour édifier un langage et faire vivre des mythes, je ne parviens pas un jour à réécrire l'envers et l'endroit, je ne serai jamais parvenu à rien. Voilà ma conviction obscure. Rien ne m'empêche en tout cas de rêver que j'y réussirai, d'imaginer que je mettrai encore au centre de cette œuvre l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. Dans le songe de la vie, voici l'homme qui trouve ses vérités et qui les perd sur la terre de la mort pour revenir à travers les guerres, les cris, la folie de justice et d'amour, la douleur, enfin, vers cette patrie tranquille où la mort même est un silence heureux. Voici encore, oui, rien n'empêche de rêver à l'heure même de l'exil, puisque du moins je sais cela de science certaine qu'une œuvre d'homme n'est rien d'autre
que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l'art les 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s'est ouvert. Voilà pourquoi, peut-être, après 20 années de travail et de production, je continue à vivre avec l'idée que mon œuvre n'est même pas commencée. Dès l'instant où l'occasion de cette réédition, je me suis dit, retourner vers les premières pages que j'ai écrites. C'est cela d'abord que j'ai eu envie de consigner ici. C'est la préface. C'est la préface, la merveilleuse préface. Que moi j'ai lu ça à 12 ans et c'est devenu mon bréviaire. Mais est-ce que ces mots résonnent de la même façon aujourd'hui que Plus quand vous... encore. Plus encore. Parce que à l'époque, c'est pour moi Camus, donc je suis dans ma cité, pour moi Camus c'est un grand de ma cité. Et il me dit, ok, tu veux être artiste? Et ben voilà comment ça se passe. Lis ça et suis ça. Donc je suis, mais en même temps je suis sur un chemin que je ne connais pas. J'arpente un... Et puis maintenant, si je regarde derrière, et je regarde maintenant et je regarde devant, ça résonne encore de... C'est puissant, parce que je comprends ce qu'il dit. Je comprends pas intellectuellement ce qu'il dit, je le comprends bien sûr, mais je le comprends avec mon corps, je le comprends avec mon cœur. Et c'est autre chose. Parce que je parle volontairement, j'utilise volontairement le mot résonance, mais je vous voyais physiquement résonner, Cédric, à la lecture de ces mots. D'abord, de la façon que tu l'as lu, c'était à un moment, c'était presque de la musique, c'était rythmé. Ça se transformait en un manifeste poétique. Ça m'a fait penser à d'autres gens comme Christian Olivier, qui était très fort pour mettre en scander des textes qui résonnaient très fort pour eux. Et on sent aussi que, comme tu dis, tu le sens dans ton corps, dans ton expérience qui est passée. Quand tu avais 12 ans, tu le lisais, ça te faisait rêver, j'atteindrai ça. Là maintenant, ça évoque aussi, je pense, ton expérience passée. Tu te reconnais par rapport à comment toi tu t'es inscrit à ta façon dans les traces de Camus et de tant d'artistes, de créateurs. Totalement. C'est exactement ça. Et c'est beau parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bienveillants. Et Camus, il n'a pas travaillé au fait d'élever sa statue. Il est dans quelque chose où il est véritablement dans le partage. Il est véritablement dans la vie, en fait. Il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que ma postérité ou qu'est-ce que je vais devenir Et c'est en ce sens-là que lui et la figure de Sartre, c'est différent. Lui, il est dans quelque chose où il vit, en fait. Mais il est tellement dans la vie qu'il est d'actualité. Il sera toujours d'actualité, non pas parce que ce qu'il dit résonne avec chaque moment, mais surtout parce qu'il est vraiment vivant, ben ouais, au moment où il le fait. Où il le fait. Et nous, on est vivants. Donc forcément, ça résonne. C'est pas une idéologie, c'est pas là, on est dans quelque chose de l'ordre de la vie. Dans l'un des... j'ai beaucoup apprécié, vous avez passé quelques images de mes ouvrages. Et dans l'un d'entre eux, Les Rêveurs lunaires, c'est une bande dessinée, aussi dessinée avec Edmond Baudouin. Et il y a des évocations historiques, ça parle de la bombe atomique. Et à un endroit où on a reproduit, remis un extrait d'un texte célèbre de Camus, écrit juste après l'explosion de la bombe atomique. Ça commence par le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Et il explique maintenant qu'on sait que il suffit d'un objet physique qu'on peut construire grand comme ça pour exterminer une population entière. On redécouvre à quel point nous sommes fragiles, contingents, quelle est notre responsabilité, tout ça. Et quand on lit les mots, on se dit que c'est bien écrit. Et il a traduit de façon sobre, simple, ce qu'il a ressenti et qui était universel. C'est pas une théorie, c'est pas un mot et tout ça, c'est la façon d'arriver à mettre en forme quelque chose d'humain. C'est tellement un camarade de vie pour vous que vous avez un spectacle qui tourne en ce moment et qui, vous me disiez avant qu'on démarre cette émission, tournera toujours autour de l'art et la révolte. On s'amusait avec mon tourneur et on se disait peut-être tu auras 70 ans et tu vas continuer à faire ce spectacle et moi je serai ton tourneur. Parce qu'il y avait cette idée de sortir de toutes les contraintes, de se dire oui on doit sortir un disque, on doit faire telle chose pour faire un spectacle, mais juste tout d'un coup faire une sorte de spectacle total où on est juste on est dans le partage en fait, et on fait quelque chose qui n'a pas besoin d'actualité, et c'est un spectacle qui a un très grand succès partout où on va.
On fait quasiment pas de promo, on vient, on fait des choses, et puis les gens sont intéressés, ils ont envie de voir cette rencontre. Et voilà, et moi, en parlant de Camus, je parle de moi, et en parlant de moi, je parle de Camus, et voilà, en fait. Il sort de France, ce spectacle? Il sort de France également, ouais, on l'a amené à l'étranger également, et on va continuer à l'amener à l'étranger, mais il y a cette idée, en fait, Camus a cette phrase où il dit la culture m'a arraché de la misère, et moi la culture m'a arraché de la misère, comme lui concrètement. Et il y a cette idée de dire voilà, la culture c'est comme tu l'as dit, c'est pour nous rassembler en fait. Et quand on a des figures comme ça qui, de mon point de vue, sont vraiment des grandes figures fédératrices, et c'est